Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une application qui est en train d'exploser dans la crypto. Ça montre une nouvelle tendance. On va aussi parler de Binance. Je vous avais parlé de la fuite de données. Il y a eu des fake news aussi ou des choses pas très claires qui ont circulé. Donc, je vais essayer de mettre les choses au clair. On va aussi parler de FTX et d'intelligence artificielle. On va parler de d'ETF Spot Bitcoin et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et je voulais commencer avec le cours des crypto-monnaies. Légère baisse générale. Bitcoin 42 400, moins 0,9%. Ether 0,7% de baisse, 2288 dollars. Et globalement, une baisse d'1% aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle application qui est en train d'exploser dans la crypto. Ça s'appelle Farcaster. C'est quoi Farcaster? C'est un réseau social décentralisé. C'est quelque chose qui a été lancé il y a il y a plusieurs mois, plusieurs années même, je pense maintenant qu'il travaille dessus depuis 2020, le fondateur de Farcaster. Et là, c'est en train d'exploser dans la crypto, une application décentralisée. Disons que c'est comme un Twitter ou qui est lié à de la crypto, et vous allez pouvoir construire plein d'interfaces différentes, accéder plutôt de plein de manières différentes à ce réseau décentralisé, non censurable, etc. Et là, ça a complètement explosé ces derniers jours, avec notamment le lancement le 25 janvier de quelque chose qu'ils appellent les frames. C'est des sortes de posts. Vous pouvez poster des choses sur ce réseau social décentralisé et avoir une sorte d'application directement inclus dans le post. Donc il y a des gens qui font des choses avec de la crypto, on peut vendre des choses en crypto, on peut faire minter des NFT par exemple dans un post directement. Il y a plein d'usages et il y a plein de personnes très connues qui sont sur ce réseau Farcaster depuis très longtemps maintenant, notamment Vitalik qui est très actif sur Farcaster depuis un certain temps. On a le fondateur d'Uniswap aussi qui a basculé sur ce réseau, et on a beaucoup du crypto Twitter qui est en train de basculer sur Farcaster. J'ai pas encore fait la création de compte, je vais essayer de la faire prochainement, je vais voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est une alternative de plus à Twitter. C'est construit sur Optimism, donc la solution de niveau 2 d'Ethereum. Et on va dire la spécificité, c'est que les utilisateurs ont un wallet crypto de base, mais c'est aussi très simple d'utilisation pour les personnes qui ne sont pas dans la crypto. Donc c'est pas complètement on-chain, c'est-à-dire que toutes les données ne sont pas stockées sur la blockchain. Il y a une composante blockchain, une composante qui est pas blockchain, le succès vraiment est au rendez-vous. On a d'autres applications similaires qui ont existé qui se sont lancées. On a Friendstech qui avait tout ce farming d'airdrop avec les points à gagner. Farcaster, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Il n'y a pas vraiment de composant on va dire de farming pour l'instant, en tout cas qui est intégré de manière native au protocole et lancé par les utilisateurs, enfin par les développeurs de Farcaster. C'est vraiment une croissance organique qu'on voit avec les diverses personnes qui sont arrivées sur Farcaster, même si maintenant, depuis le lancement, il y a pas mal de personnes qui sont en train de chasser des airdrops sur Farcaster, mais c'est développé par la communauté. Il y a eu un token Degen qui a été lancé par la communauté pour récompenser les utilisateurs de Farcaster. Il y a aussi certains NFT qui sont en vente pour les premiers, les premières personnes qui sont arrivées sur Farcaster ont un certain NFT qui permet de montrer qu'on était là au tout début, et ça aussi c'est en vente. Mais honnêtement, ça se présente vraiment comme une alternative à Twitter. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est bien d'avoir un backup. Il y a eu pas mal de jeux, j'ai dit, de projets qui se sont lancés. On a notamment un projet aussi décentralisé qui s'appelle Lens, qui a été lancé plus par AV. Ce protocole-là marche moins que Farcaster. Lens, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus on-chain. Que Farcaster, il se veut plus léger, mais du coup, d'une certaine manière, un peu plus centralisé. Mais c'est intéressant cette approche différente, et Farcaster semble avoir le lead pour le moment sur les réseaux sociaux décentralisés en lien avec la crypto. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à aller plus loin que l'univers crypto pour attirer plein de monde qui utilisait Twitter de base ou qui utilisait Facebook ou autre pour venir les faire migrer sur Farcaster. Là, c'est tout le challenge. Ensuite, je vous ai parlé de la fuite de données sur Binance il y a quelques jours, avec le GitHub qui contenait le code source de Binance, des logins et des mots de passe issus des systèmes de production a priori de Binance. Depuis, il y a eu ce post d'Otero, qui est une figure assez connue du monde crypto Twitter, qui a dit qu'il y avait des données de Binance, de vrais utilisateurs sur Binance qui étaient mises en vente sur un forum, et que c'était peut-être dû au hack du GitHub. Ça se tient d'un point de vue logique. Disons que le GitHub contenait des informations sensibles, un pirate a réussi avec ces informations sensibles à se connecter au service de Binance et à sortir des informations d'utilisateurs, et ensuite il les met en vente. Mais honnêtement, il n'y a aucune source fiable sur cette information-là. Oui, il y a ce post, mais on n'a pas de confirmation, ça peut être très bien un faux post.
On a aussi pas d'article de presse du coup, on va dire fiable sur le sujet et on a même, en dessous du post d'ailleurs, on retrouve le Binance qui a répondu, le support de Binance qui a répondu en disant: «Écoutez, nous, on a vérifié et on n'est pas du tout concerné par cette fuite de données». Donc bon, qui croire? Là, j'aurais plus tendance à croire Binance sur le coup. Je pense qu'ils ne diraient pas que qu'ils n'étaient pas du tout concernés s'il y avait un risque qu'ils soient concernés et ils prendraient le risque vraiment d'avoir un très gros retour de bâton s'ils sont concernés. Je pense que c'est voilà, honnêtement, je n'y crois pas pour le moment, j'attends d'avoir plus d'informations. Si c'est fiable, il y aura des personnes qui vont vérifier ces informations-là, qui vont acheter par exemple une partie, des données ou tester sur un petit échantillon de données ce qui est en vente par le vendeur et voir si c'est vrai. Là, pour moi, ça reste quelque chose de faux. Donc attention, ne croyez pas tout ce qui circule. Il y a plein de choses qui circulent. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Donc vérifiez les sources à chaque fois des informations. Ensuite, je voulais vous parler de FTX qui est en train d'essayer d'accélérer la vente de ses 8%, sa participation dans Anthropic, la startup qui est derrière le chatbot intelligence artificielle Claude, qui est une intelligence, enfin ça se positionne clairement en concurrent d'OpenAI et de ChatGPT. FTX et SBF avaient investi dans les 500 millions de dollars en 2021, juste avant la chute de FTX. Et bien depuis, ça a pris de la valeur. Leur participation vaudrait actuellement 1,4 milliard de dollars. Et là, ils sont en train de demander pour accélérer la vente de cette participation. Et ça ferait encore beaucoup d'argent pour FTX pour pouvoir rembourser les utilisateurs, sachant qu'ils pensent déjà pouvoir rembourser la totalité des utilisateurs. Et donc voilà, une bonne nouvelle, on va dire, pour les gens qui ont de l'argent bloqué sur FTX. C'est encore un actif de plus qui pourrait être vendu pour les rembourser. Ensuite, je voulais parler d'ETF, ETF Spot Bitcoin, avec le classement du mois de janvier des 10 ETF, pas forcément Bitcoin, hein, enfin, c'est un classement global de tous les ETF qui ont attiré le plus d'investisseurs sur le mois de janvier. Disons, en comparant ceux qui sont sortis de l'ETF, ceux qui sont rentrés dans l'ETF, vraiment, combien d'actifs de plus sous gestion dans ces ETF. Alors, on retrouve quasiment à la fin de ce top 10 les ETF Spot Bitcoin de BlackRock et de Fidelity. D'ailleurs, ils ont quasiment les deux. Enfin, non, on retrouve Fidelity à la dernière place et BlackRock à la 8e place. Ils ont quand même 2,7 milliards d'actifs sous gestion et 2,3 milliards d'actifs sous gestion. Et ils ont récupéré sur le mois de janvier 2,6 milliards et 2,2 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est un bon score. Mais comparé au reste des ETF et comparé notamment aux premiers ETF du top 10, on retrouve les ETF autour du SP500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines. Et honnêtement, c'est un ETF que j'apprécie particulièrement. Je suis un investisseur crypto aussi, mais je fais aussi des investissements responsables en tant que bon père de famille, on va dire. Et les ETF SP500, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement pour une exposition à long terme sur le marché des actions. Alors oui, c'est très concentré sur le marché américain, mais honnêtement, même si vous prenez des ETF de type MSCI World, etc., c'est aussi très concentré sur les actifs américains. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça marche plutôt bien, mais ça reste assez loin des ETF, des autres ETF, et du coup qu'il y a toujours une marge de progression énorme pour ces ETF Bitcoin. Je pense moi que ça peut atteindre des niveaux beaucoup plus élevés que tout ça, et que ça pourrait du coup rentrer vraiment durablement dans le top 10 des actifs, vraiment des ETF avec des actifs sous gestion très élevés. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et voilà, donc je vous ai parlé des ETF. Là, c'est la même news quasiment, ça nous dit juste qu'il y a eu 700 millions d'inflows, donc d'actifs sous gestion en plus chez BlackRock et Fidelity, ce qui compense la perte liée aux personnes qui ont vendu les actifs de chez GBTC. Et pour finir, on a DYDX qui vient de publier la roadmap, sa nouvelle roadmap pour 2024 et les divers éléments qui vont arriver sur 2024. Pour moi, le point central, c'est les permissionless markets. C'est-à-dire que sur DYDX, qui est un exchange décentralisé qui a migré sur sa propre blockchain dans l'écosystème Cosmos maintenant, eh bien, on pourra créer des nouveaux marchés de manière décentralisée sans avoir besoin de passer par la gouvernance de DYDX, qui peut être compliqué, ce qui peut prendre plusieurs jours, qui peut nécessiter des votes. Ça va simplifier la création de marchés et ça, c'est très bien pour avoir davantage de marchés sur DYDX. Pas mal d'autres updates, donc ils vont essayer d'améliorer un peu tout ça, que ce soit plus fluide, de faciliter aussi l'onboarding des utilisateurs et l'expérience utilisateur. Donc voilà, on va voir ce qui va arriver sur 2024, mais c'est une bonne chose qu'ils continuent à développer tout ça. Maintenant, ils ont leur propre blockchain, ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils sont plus limités. Avant, ils disaient qu'ils étaient limités par Ethereum, par
par ce type de choses. On va voir maintenant ce qu'ils vont faire vraiment sur leur blockchain. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.